Salut Nico! Bonjour Antoine. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler d'inversion psychologique, de fusibles, d'état de flow et de suggestion. Super, eh bien c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce 14e rendez-vous de questions-réponses sur l'hypnose. Le principe est toujours le même, vous posez vos questions en commentaire de cette vidéo ou d'une autre, ou en commentaire d'une autre publication où il y a la vidéo du podcast, et puis Nico les ramasse, les récolte, les met en forme, et puis me les pose pour faire une session d'à peu près 1 heure de questions-réponses. Quand vous posez vos questions, n'hésitez pas à être un petit peu spécifique, à les développer, quitte à ce qu'on coupe ensuite, mais qu'on comprenne bien le sens de la question. Vous pouvez aussi développer des cas, des choses spécifiques, des sujets polémiques si vous le souhaitez, toutes sortes de sujets, ou même des choses anodines, ou même des questions pièges. Nico, par quoi on va commencer aujourd'hui, dis-moi? Alors la première question, c'est comment est-ce que tu gères toi les inversions psychologiques? Alors je vais te donner 2 exemples. Une femme par exemple qui viendrait pour de la perte de poids et qui déclare avec un grand sourire: de toute façon je suis la grosse qui fait rire. Ou alors une autre qui vient pour une angoisse et qui dit je vous le dis, je suis complètement folle, tous mes proches vous le diront, je finirai à l'asile. D'accord. Et donc, c'est comment je gère? Alors, ok, je vais prendre ce que je comprends dans la question, hein. Ouais. Parce que l'expression inversion psychologique, là, comme ça, elle me parle pas des masses. C'est la thématique de l'inversion, c'est un truc que j'ai croisé dans la terminologie de l'EFT, Mhm. particulièrement. Donc moi, c'est pas forcément mon vocabulaire, et surtout que je suis pas sûr que ça corresponde à ce qui est décrit dans l'exemple. Donc je vais plutôt partir de ce que les exemples ont l'air de dire. Donc une femme donc une personne qui veut perdre du poids et qui déclare je suis la grosse qui fait rire, c'est ça? Oui, c'est ça. Et une personne qui aurait une angoisse et qui dit je suis complètement folle, je finirai à l'asile. Oui, tous mes proches vous le diront. Donc des gens qui viennent avec une énergie différente de Hmm. celle qu'ils t'amènent. Je dirais qu'il y a peut-être ce qu'on appelle parfois l'incongruence, c'est-à-dire qu'ils viennent pour changer quelque chose, à la fois on voit qu'ils tiennent un discours qui justifie ça, et donc on peut se demander, mais du coup, est-ce qu'ils souhaitent réellement le changer? Ils ont l'air d'être bien installés dans ce discours. Bon, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là? Mhm. Et ça, c'est un des pièges qu'on a très souvent en séance, c'est qu'on va écouter la personne nous parler de son problème, nous décrire, on va dire, ce qu'on appelle sa plainte, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose problème, mais également sa demande, qu'est-ce qu'elle voudrait, même si en réalité on est plus souvent du côté de la plainte, c'est-à-dire de la personne qui exprime ce qu'elle ne veut plus, plutôt que de la demande, hein, c'est-à-dire la personne qui arriverait et qui dirait ce qu'elle veut. Mettons mieux, enfin moi ça me va très bien, j'ai pas particulièrement un intégrisme de l'objectif positif. Mais en effet, du coup, la personne amène ça, et en général, elle amène tout un ensemble de récits autour, d'explications. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Surtout quand on lui demande, à votre avis, pourquoi vous avez ça? Ou qu'est-ce que ça signifie pour vous? La personne va souvent nous répondre quelque chose. Ça veut pas dire que ce qu'elle nous répond, c'est la vérité. Elle ne sait pas forcément, elle, d'où ça lui vient, ou quelle est la signification réelle. Mais devant souvent l'absurdité de ce qui l'habite, du trouble qu'elle a, ou alors son côté peut-être presque trop mécanique ou incontrôlable, on a souvent construit toute une justification, toute une mythologie personnelle autour de ça. Et parfois même, ce qui nous a permis de l'accepter au niveau de l'identité, c'est-à-dire on s'est fabriqué quasiment un personnage qui a cette caractéristique, qui l'assume plus ou moins. Ouais, Simplement, complètement. on sent bien, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est par exemple la personne boulimique qui dirait je suis un bon vivant. En réalité, c'est pas parce que la personne c'est pas parce que c'est un bon vivant qu'il mange. Il se dit, c'est pareil, il était pas tout mince en se réveillant un jour en disant mais je suis un bon vivant, il faut que j'arrête de manger si peu, il faut que je mange beaucoup plus, c'est pas raisonnable pour un bon vivant. Non, c'est pas comme ça. C'est en réalité, la personne a cette pulsion, a ce trouble de l'alimentation, et du coup, soit elle dit je suis un malade et j'en souffre, soit au bout d'un moment, si elle n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec, elle va trouver une justification et la société va lui en fournir une, par exemple. Dire tiens, il existe une catégorie qui est le bon vivant, et ça permet de classer ça en disant oh puis merde, je suis un bon vivant, on n'a qu'une vie, etc., etc. Mais en réalité, il y a d'abord la pulsion, et ensuite des récits qui viennent autour, essayer de se rassurer, ou essayer de fabriquer une identité dessus, de garder la face en quelque sorte. Donc de fabriquer une face, un personnage, et de garder la face.
La plupart enfin, à mon avis, tous ces personnages-là, même s'ils disent qu'ils se sont des bons vivants, s'ils avaient un bouton sur lequel ils pouvaient appuyer pour perdre tout le poids qu'ils ont en trop et arrêter de manger excessivement, ils appuieraient tout de suite, pour la plupart. Peut-être sauf certains qui, en réalité, oui, c'est vrai, peut-être se sont engagés dans ce personnage au point que c'est difficile de revenir en arrière. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui serait un acteur, qui aurait plein de rôles liés à ce qu'on appelle son emploi, c'est-à-dire justement sa typologie physique, et qui aurait du mal, qui prendrait trop de risques, ou qui aurait peur de prendre des risques en perdant du poids, par exemple. On peut imaginer un truc comme ça, mais c'est rarissime. Et puis, cette personne-là, du coup, on ne l'aura pas en consultation. Donc, si une personne vient, en effet, bien qu'elle nous dise « Ah oui, mais vous comprenez, c'est moi, c'est une part de moi, je suis comme ci, je suis comme ça », bon, on écoute ça, mais en réalité, sa simple présence nous dit le contraire, nous dit « Ouais, je suis prêt à me débarrasser de cette étiquette. Tout ça, c'est des justifications, c'est un échafaudage que j'ai mis autour du problème pour arriver à l'accepter, à vivre avec, mais là aujourd'hui je viens pour arrêter de vivre avec, je viens pour essayer de vivre sans, donc tout ce truc, tout ce folklore que j'ai fabriqué autour, je suis prêt à m'en débarrasser. Chez les fumeurs par exemple, on a le discours de la liberté, les gens qui disent « Oh puis merde, je suis libre, je fais ce que je veux, je fume si je veux ». Alors qu'en réalité, précisément, il y a une absence de liberté chez le fumeur. Il est dépendant. Ou alors, le fumeur qui dit « Mais moi, c'est ma récompense, je me détends, etc. » En réalité, il a une pulsion, c'est de fumer, et si ça tombe sur un moment où il peut se récompenser, il va l'associer à la récompense. Mais s'il y a autre chose, s'il y a quelque chose qui le stresse, il va l'associer au fait d'être stressé, etc. Donc c'est une excuse qui est trouvée après, dans la plupart des cas. Ou le fait d'être rebelle, ou les choses comme ça, c'est une identité, mais qui vient après l'addiction, en quelque sorte. Ça peut pas amener des résistances, ça, du coup, quand tu le mets à un niveau identitaire? Si tu changes après la peur de pas être reconnu ou quelque chose comme ça? Alors ça peut amener des résistances, ça peut amener des résistances au niveau alors déjà un niveau écologique, c'est-à-dire que les personnes autour aussi peuvent avoir pris de cette personne-là, ce personnage-là et cette idée-là. Par exemple, quelqu'un qui arrête de boire, t'es devenu chiant, qu'est-ce que tu nous fais la morale, etc. Parce que c'était un fêtard, par exemple, et puis soudain, voilà, ce personnage de fêtard va disparaître. Donc c'est sûr que ça, c'est à intégrer. On en discute avec la personne, on lui demande si elle est prête à changer également la vision qu'elle a d'elle-même, de ce personnage, de cette identité, abandonner, et je dis bien la vision qu'elle a d'elle-même, c'est-à-dire c'est pas changer d'elle-même, en réalité c'est probablement un masque qu'elle s'est construit, mais aussi est-ce qu'elle est prête à accompagner les autres là-dedans, à leur expliquer, à leur dire peut-être les vérités, à leur dire, voyez, j'ai assumé ce personnage par exemple de bon vivant, jovial, rigolard, mais en réalité c'est parce que j'avais du mal à contrôler mes pulsions et qu'à la limite ça me permettait de le justifier, mais quand je rentrais chez moi le soir après une fête, j'en souffrais, je me disais t'as encore bouffé comme un cochon, et je me détestais. Donc c'est pas vrai que je suis un rigolard, et c'est pas vrai que je suis l'incarnation de la joie de vivre, derrière je souffre, donc j'aimerais changer ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider là-dedans? C'est bien d'impliquer les autres, c'est un truc qu'on fait très peu en France. Je sais que aux États-Unis il y a ce principe des interventions, comme ils disent, où une personne qui a une addiction, par exemple, un jour elle rentre chez elle du boulot, puis il y a tous ses amis et tous ses proches et tous ses collègues dans son salon. Bon, alors là c'est différent parce qu'elle l'a même pas demandé, mais tout le monde lui dit bon voilà, t'as un problème, il faut qu'on en parle et on va tous t'aider. Sans peut-être aller jusque là, qui est limite, il n'y a pas une démarche personnelle, mais bon, c'est quand même touchant, hein, à mon avis, quand on voit ça, ça fait un électrochoc, ça doit être très fort, hein. Mais sans aller jusque là, la personne elle-même qui a cette démarche, c'est bien de lui dire mais il va falloir impliquer les gens autour de vous, ne serait-ce qu'à cause de ce problème de cette construction de l'identité, et vous aussi, et donc c'est un travail qu'on peut faire aussi sur vous, toutes tes croyances, parce que je pense que l'identité c'est en grande partie des croyances que la personne a construites sur elle-même, qui elle croit être. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'elle se modifie? Est-ce que vous êtes prêt à découvrir aussi quelle personne vous êtes réellement et vous allez pouvoir devenir? Et en général ça fait pas un pli, quoi. Elle est prête, si elle est là c'est qu'elle est prête. Donc pareil, donc l'autre exemple d'ailleurs il était intéressant, c'était quoi déjà? C'est une personne qui avait une angoisse, c'est ça? Ouais, qui dit je vous le dis, je suis complètement folle, tous mes proches vous le diront, je finirai à l'asile. Ça, tous les proches vous le diront. Par exemple, on voit ça, on voit que la personne, il y a une sorte de personnage, et puis il y a une sorte de rigolade, une sorte de boutade qui tourne autour d'elle, probablement un truc comme ça.
Et Mhm. là aussi, c'est vrai que c'est difficile de faire une démarche personnelle qui risque de changer, et puis les autres vont continuer de nous renvoyer ce regard-là. C'est difficile de le faire sans à un moment donné leur en parler, leur dire, ben voilà, je suis en train de faire une démarche, et donc c'est possible que je change, et j'aimerais beaucoup que, du coup, si je change, ça soit validé, et que notre relation change aussi. Et si tu suis pas, ben tu suis pas, désolé. Pour ça, faut l'assumer aussi, quand on change pour le mieux, parfois on peut perdre certaines personnes de notre entourage qui sont trop déroutées, qui avaient pris trop d'habitude. Donc c'est un risque à prendre. Mais bon, ouais, je suis complètement folle, par exemple, si quelqu'un dit ça, ça peut être aussi une façon de la rassurer, de nous demander de la rassurer. Ça Oui, peut être une carrément. mise au défi. Je suis complètement folle, mais non, voyons, voyons. Euh, donc ça peut être aussi ce truc-là. Ça peut être aussi d'ailleurs un récit que la personne s'est donné sur elle-même, justement pour tourner un peu à la caricature. Euh, mais c'est souvent des choses qu'on s'est mis pour apprendre à vivre avec. C'est des discours, des personnages, une sorte d'image un petit peu folklorique et sympathique. Ou alors ça peut être, par exemple, prenons l'exemple de Serge Gainsbourg, par exemple. Ouais. Un type qui était pas mal névrosé, qui avait des addictions, la clope, l'alcool et pas mal d'autres choses, et qui en a fait un personnage. Alors bien sûr, vu qu'il a créé une œuvre extraordinaire enfin pas grâce à ça, grâce à son talent, parce qu'il était extrêmement talentueux déjà à la base, bien sûr on pourrait se dire ça aurait été du gâchis qu'il soit autrement. Et en effet, bon, lui il a réussi à vivre, mais du coup c'est le genre de personnage qui a créé, enfin il était dans la continuité du personnage des poètes maudits, de ce côté baudelairien aussi, du spleen, etc. Mais ça a permis à des personnes, ou alors Bernard Dimet par exemple, qui écrivait ses poèmes sur l'ivrognerie, c'était un grand poète ivrogne montmartrois très célèbre, qui écrivait beaucoup de belles chansons. Il y a un folklore autour du personnage, mais en réalité qui est aussi un folklore autour de la maladie et de la névrose. Donc ça peut être une jolie chose, ça peut être très bien, mais si là on est face à une personne qui souhaite vivre sans, qui fait une démarche, qui dit j'en ai marre de ça, et moi, à moi-même je ne veux plus me mentir, ce n'est pas vrai que je Mhm. suis une sorte de poète maudit, ou c'est pas vrai que ça fait partie de mon charme, ou c'est pas vrai que c'est mon personnage, et certes on n'a qu'une vie, mais justement j'en ai marre de cet argument qui me fait perdre ma vie à la gâcher, parce qu'en fait il y a de la souffrance, et s'il y a de la souffrance et que la personne elle dit aidez-moi, sortez-moi de là, Mhm. il faut pas forcément essayer de respecter à tout prix ce personnage-là, et voilà, à un moment donné il va falloir peut-être le briser, et c'est une forme d'hypnose. Par exemple, le fumeur, quand il est sous l'emprise de cette addiction, et il y a plein de choses sur lesquelles on voit il a pas un discours très lucide, il est pas très lucide, par exemple, déjà dans ses perceptions, par exemple, il va pas sentir certaines odeurs, il Mhm. va trouver agréable quelque chose qui n'a aucune raison de l'être, il va se croire libre à tout moment, alors ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui vont se croire libres, et en réalité, dès que la personne va être sortie de cette hypnose-là, va être déconditionnée de cette addiction, elle va pas se dire je me suis perdu, elle va se dire très souvent punaise mais je viens de me retrouver en fait. C'était pas moi avant. C'est comme quelqu'un de Mhm. bourré qui dit je suis pas bourré. Au moment où on est dans l'état, on n'est pas forcément lucide. Mais par contre quand on en sort, alors là le lendemain on va dire punaise j'étais sacrément bourré hier soir. Donc c'est au moment où on en sort qu'on se dit mais là je suis moi. Bon, Ouais. pour prendre une métaphore plus Ah, sympathique, c'est si je rêve, par exemple, que je suis Superman, au moment où je rêve que je suis Superman, je suis Superman. Et puis en me réveillant, je me dis, ah, zut, non, c'était qu'un rêve, en fait, je suis pas Superman. Donc, euh, mhm. donc le récit que nous donne la personne, c'est aussi, c'est pas forcément la vérité de ce qu'elle est. Et donc, peut-être que sa plainte, justement, le fait qu'elle soit là et qu'elle nous dise, mais aidez-moi, j'en ai marre de souffrir, c'est dire aussi, permettez-moi de redevenir qui je suis, j'en ai marre de me laisser hypnotiser par mes propres discours, par mes propres excuses, par mes propres récits, d'embobiner les autres et de m'embobiner avec. Donc Mhm. je dirais, c'est la question des croyances et de l'identité. Moi, je sais que la question de la croyance est un thème un peu sensible dans le milieu de l'hypnothérapie, parce que c'est un thème très central. On fait de la croyance une sorte de centre même du problème et de la solution. Moi, je suis pas aussi attaché que ça à la question de la croyance, mais elles existent et à mon avis, elles sont autour. Elles arrivent justement par-dessus le trouble, par-dessus la pulsion, par-dessus. Par exemple, si j'ai
Bah, c'est très simple. Je peux prendre un exemple, par exemple, par rapport au phénomène hypnotique de la suggestion post-hypnotique. Si j'hypnotise quelqu'un assez profondément, et puis que je lui dis, allez, quand je claquerai dans les doigts tout à l'heure, dans une simple conversation, je claquerai dans les doigts, et à ce moment-là, vous vous lèverez et vous irez boire un verre d'eau. Non, pardon, je vais prendre un autre exemple. Vous vous lèverez, vous prendrez un verre d'eau et vous le verserez sur la tête. Puis je réveille la personne. Vachement plus sympa. Ouais. Bah oui, tant qu'à faire, c'est rigolo. Donc la personne se réveille et s'en souvient pas. On discute, et puis soudain, je claque dans les doigts. La personne se lève, et là, il y a de fortes chances qu'elle rentre en transe à nouveau, qu'elle reparte en hypnose, qu'elle reproduise l'hypnose d'origine. Il y avait de très bons articles d'Erickson sur la question, d'ailleurs, je mettrai les liens dans la description, ou plutôt je mettrai le lien vers des articles que j'avais fait de synthèse de ça. Et donc la personne reproduit l'hypnose d'origine, elle verse son verre d'eau sur la tête, et puis elle revient, elle se réveille, et à la limite elle va être dans l'incompréhension, pourquoi je suis mouillé, ou elle va trouver peut-être une raison, ou voilà, ou ne pas s'en rendre compte. Parce que l'acte étant assez difficile à justifier, elle va repartir en hypnose. Maintenant, imaginons que je dise à la personne, quand je claquerai dans les doigts, vous vous lèverez et vous irez boire un verre d'eau. Là, c'est différent. Il y a moyen de le faire, de l'inclure dans le fil, dans la continuité de l'existence de la personne. Il y a moyen d'en faire un truc acceptable. Donc, il y a de fortes chances pour que, quand je claque dans les doigts, la personne, soudain, elle me dise, elle commence à avoir la bouche un peu pâteuse, et puis elle me dise, j'ai soif, est-ce que je peux me boire un verre d'eau? C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va pas du tout boire parce qu'elle a soif, elle va boire parce que j'ai claqué dans les doigts et parce que c'est une suggestion post-hypnotique. Mais elle va s'inventer un récit avant, pour pouvoir l'inclure dans sa vie, pour pouvoir lui donner un sens. Il y a un truc qui est complètement absurde, il y a un truc en elle qui se réveille qui dit « bois un verre d'eau, t'auras pas de repos tant que ça sera pas fait », mais elle va, si c'est possible, ça va être livré avec un récit, ça va être livré avec une excuse, qui est la soif, par exemple, ou une autre, tiens, j'ai un goût bizarre, j'ai encore le goût de ce que j'ai mangé à midi. Bref, ça va être livré avec une façon de le comprendre, de l'inclure de lui donner un sens. Mais le sens arrive après, en fait. Et je pense que bien souvent, beaucoup plus souvent qu'on l'imagine, le récit, le sens qui va avec nos pulsions, avec ce qui nous agit de l'intérieur, arrive en réalité après. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses parce qu'elles ont ce sens-là. On fait les choses et on leur donne en plus cette signification. On leur donne un sens. Okay, ouais. C'est pas toujours le cas, hein, mais je pense que ça l'est assez souvent. Donc quand la personne nous raconte pourquoi elle a fait les choses, etc., il ne faut pas forcément le prendre pour une explication vraie. Voilà ce que ça m'évoque. Cette idée, voilà, il y a des constructions qui permettent de garder la face, donc il est important quand même d'en tenir compte parce que ça peut être un objet de résistance, en effet. Si la personne va perdre si changer va lui faire perdre la face par rapport à toute une construction pendant des années, etc., elle risque de refuser de changer. Mais c'est un truc à inclure, parce qu'en réalité, ce qu'elle veut, c'est probablement changer et arrêter de souffrir. Ok. Non, je trouve ça hyper intéressant que t'aies parlé aussi du fait d'inclure un petit peu le fait de discuter avec l'entourage et de demander un soutien. Parce que c'est vrai qu'on en parle très peu et je pense que ça peut être très puissant au final. Selon l'entourage. Hein. Oui, d'autant que ça peut poser problème. Je veux dire, il y a des gens... il arrive qu'on ait des amis, et si ça reste des amis, mais je veux dire, on est humain, hein, qui, par exemple, quand on leur annonce une bonne nouvelle, font « Ah, super, je suis content pour toi », mais au fond d'eux se disent « Ah merde, pourquoi c'est toujours à lui qu'il arrive des bonnes choses ?» Ou au contraire, quand on leur annonce qu'il nous arrive une tuile, font « Oh, je suis désolé », mais quelque part, ça les rassure, ça les valorise, parce que c'est par eux que c'est arrivé. Et moi, ça m'arrive d'avoir ce genre de pensée. Enfin, je veux dire, c'est humain d'avoir ce genre de pensée. Mais du coup, c'est vrai que dans une relation, parfois, quand on va mieux, on voit qu'il y a des personnes, quand elles font un travail sur elles et qu'elles vont de mieux en mieux, on voit que ça peut poser problème. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à le comprendre, qui avaient pris certaines habitudes, qui aimaient bien les voir parce que ça les rassurait de voir quelqu'un qui allait mal. Et puis soudain, c'est quelqu'un qui leur étale son bonheur, qui rayonne. Et du coup, ils peuvent vraiment parfois mal le prendre. Il y a vraiment des réactions parfois très, très, très difficiles. Il y a des ruptures d'amitié ou des ruptures, il y a des ruptures familiales à cause de ça.
Et c'est quelque chose, parfois c'est comme ça, il n'y aura pas grand chose à faire, mais il n'empêche qu'il y a des choses à essayer, et notamment en parler, inclure les gens là-dedans, leur expliquer pourquoi on est en train de changer, leur demander s'ils sont d'accord pour nous accompagner là-dedans. Parce qu'une fois qu'ils se sont engagés, une fois qu'ils ont dit j'ai compris et je suis d'accord pour t'accompagner, ils subissent moins ils subissent moins tout ce processus, ils ont une façon de se positionner. Donc autant expliciter les choses. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que praticiens, quand on reçoit les gens, on peut leur dire comment vous imaginez, leur en parler, à quel moment, etc. etc. Ok. Bon, je vais passer à la prochaine question, parce que sinon, pareil, comme d'hab. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses des fusibles? Est-ce que ça sécurise vraiment la transe? Et si oui, à quel moment toi tu les places? Alors, les fusibles, ça fait un peu... J'imagine pour les gens qui sont pas familiers de ce jargon, ça va faire un peu bizarre. En hypnose, on place des fusibles. D'ailleurs, à propos du jargon, je fais quand même cette petite remarque. Tout le jargon technique qu'on peut avoir dans cette discipline, on le garde pour soi et on le sort pas en séance. En séance, on peut pas dire maintenant je vais vous placer les fusibles. Quelqu'un qui, à mon avis, partira en courant. Mais ça appartient à un certain courant, donc je vais quand même redéfinir un peu de quoi on parle. Enfin, en tout cas à ma façon. Peut-être que les gens seront pas d'accord. Mais à la base, l'idée des fusibles, c'est une métaphore qui est très simple. Je veux dire, les fusibles dans une boîte, dans un boîtier électrique, les fusibles par rapport au plomb, qui sont d'une maison, c'est au pire, le fusible saute. On perd l'électricité dans la maison, mais en tout cas, il n'y a pas le feu à la baraque. Il vaut mieux se retrouver dans le noir que dans un incendie. Donc, au pire, il se passe rien. Et c'est ça, c'était une suggestion qui consistait à dire, au pire, il se passe rien, mais en tout cas, il n'y aura rien de négatif dans cette séance et qui découlera de cette séance. Et donc, c'était une suggestion, simplement, cette séance ne pourra pas donner quoi que ce soit de négatif. Du positif ou rien, mais pas de négatif. Et de là, on va dire, ce concept s'est étendu et on parle de fusible pour décrire à peu près toutes les suggestions qui sont de l'ordre de la précaution d'usage, qui sont de l'ordre d'un cadre sécurisant. On place les filets de sécurité pour la séance. Ça se pratique dans certaines formes d'hypnose, ça se pratique pas dans d'autres approches, dans d'autres courants. Mais moi, alors il y a plein de questions autour de ça. En effet, il y a plein de débats là-dessus. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est même pas contre-productif? Enfin, je vais revenir à la limite sur ces débats. Moi, je sais que je suis partagé, mais je les enseigne quand même. En formation, je trouve que ça mange pas de pain, et c'est quand même assez utile pour plein de raisons. Et j'identifie principalement deux catégories de fusibles. Les suggestions qu'on va mettre qui vont être des fusibles pour la séance, c'est-à-dire au pire vous vous réveillez, alors à la base c'est ça, c'est s'il y a quoi que ce soit qui n'allait pas dans la séance, vous vous réveillez, vous sortez de l'hypnose. Mais bref, c'est par extension toutes les suggestions qui sécurise la séance, qui la rende confortable. Ça peut être aussi bien à tout moment vous pouvez vous réveiller, ça peut être aussi bien si la position n'est plus confortable vous pouvez la changer, ça peut être aussi bien si je dis un mot qui ne convient pas vous le laissez de côté ou vous le modifiez. Ça peut être ça peut être toutes sortes de choses comme ça, des suggestions qui permettent que la personne soit vraiment dans les meilleures conditions possibles durant la séance. Et je dirais la deuxième catégorie, c'est les fusibles qui concernent l'après-séance, les changements, les conséquences de la séance. Il va y avoir des changements qui vont être mis en place, a priori positifs, mais il est possible que finalement les changements aillent trop vite, par exemple. Ou alors que quelque chose qui s'avérait positif ne le soit plus, pour une raison ou pour une autre, dans l'avenir, ou se confronte. On parlait de problèmes d'écologie tout à l'heure. Un changement qui a l'air positif et qui finalement va poser du problème avec l'entourage. Il y a un problème qu'on n'avait pas pris en compte. Il y a des suggestions qu'on peut mettre en place comme ça qui consistent à dire au pire ça revient dans la situation précédente, le changement n'a pas tenu, ou bien alors il se modifie, il s'adapte, les choses dont on n'a pas pris, qu'on n'avait pas pu prendre en compte vont être ajoutées, et puis le changement va se modifier et se mettre à jour. Voilà, c'est des suggestions qu'on va mettre qui vont concerner le futur et la façon dont finalement le changement obtenu va être une dynamique qui va continuer de s'adapter, de se mettre sur mesure, vraiment tenir compte de toutes les éventualités, etc. Donc ça, c'est, on dirait, deux catégories principales de ces suggestions-là. Il faut comprendre juste l'esprit de la chose, quoi. Il y a en gros une catégorie de fusibles qui consiste à dire débrouillez-vous pour assurer, vivez la meilleure séance possible, et l'autre qui est obtenez les meilleurs changements possibles à court terme, à long terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. En gros, c'est ça.
Donc la question, c'est... il y avait la question de à quel moment on les place, les Ouais. fusibles. Ça, c'est une question intéressante parce qu'il y a plein de gens qui les placent très très tôt, même voire avant la séance, comme une sorte de pre-talk. Mm. Moi, alors ça peut être, d'ailleurs, si on voit que quelqu'un a peur de l'hypnose, il y a déjà des précautions qu'on va mettre à l'avance, de toute façon, parce que ça va être rassurant pour elle. Mais moi, j'aime bien quand même avoir eu une connexion, avoir eu un minimum de contact avec l'inconscient, avoir eu déjà des premiers phénomènes, par exemple des phénomènes idéomoteurs, voilà, un mouvement automatique, et là, à ce moment-là, mettre ces précautions-là. Et avant de continuer d'approfondir, bien sûr, parce qu'on n'arrête pas l'hypnose au moment où il y a un premier phénomène, ce n'est que le début. Mais voilà, j'ai l'inconscient au bout du fil, et plutôt que de dire à la personne, par exemple, vous pouvez modifier, ou vous pouvez laisser de côté un mot s'il vous plaît pas, en général, je vais dire à ce moment-là, ou bien l'inconscient peut modifier, l'inconscient peut laisser un mot de côté, ou le Mhm. formuler sans le mot inconscient, par exemple, ce que je dis peut se modifier et s'adapter à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'entendre d'une façon qui soit parfaitement adaptée. Il y a certaines choses que vous pourriez ne pas entendre, et d'autres choses que vous pouvez entendre alors que je ne les ai pas dites, mais parce que c'est exactement ce que vous deviez entendre. Voilà, ce genre de formulation-là. À ce moment-là, je trouve que ça c'est bien reçu, et en général, je demande une validation. C'est-à-dire, si je demande un mouvement, par exemple, je dirais si c'est clair, et si votre inconscient est d'accord pour ça, à ce moment-là, la tête se penche vers l'avant, par exemple. Et ça, c'est une des utilités que ça a, c'est que au moment, par exemple, si je dis, votre inconscient va s'assurer que tout ce qui va se passer durant cette séance va être utile pour vous et vraiment positif pour vous. S'il est d'accord, vous allez voir que votre tête va tout simplement se pencher vers l'avant, toute seule, sans aucun effort de votre part. Vous ne la bougez pas, elle va se pencher toute seule, à son propre rythme. Donc là, la personne, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle se dit, oui, j'espère qu'elle va se pencher, la tête. Et donc elle est là, elle est en train d'attendre, et soudain, elle sent les petits à-coups, et puis elle sent que la tête se penche. C'est hyper rassurant aussi pour la personne qui se dit, mon Dieu, il y a Mm. quelque chose en moi qui est en train d'agir malgré moi, mais qui promet de ne faire que de bonnes choses. Donc à la fois, oula, mais c'est un peu flippant en fait ce truc. Et à la fois, ah ben non, en fait, c'est bon, je suis entre de bonnes mains. Cette part inconsciente de moi qui va prendre les choses en main, elle m'assure qu'elle ne veut que mon bien et qu'elle va tout faire pour mon bien. Et souvent ça va avoir quand même un effet approfondissant. C'est-à-dire qu'il y avait une vigilance, il y avait une sorte de petite appréhension qui restait chez certaines personnes, qui va souvent à ce moment-là quand même se défaire petit à petit. D'avoir reçu cette confirmation intérieure que son inconscient allait mettre en priorité sa sécurité, ça permet à la personne de se laisser aller beaucoup plus profondément derrière. Donc c'est excellent pour éviter certaines résistances, pour contourner, pour, on va dire, désamorcer certaines résistances, je dirais. Donc ça c'est Mhm. une des utilités. Il y en a d'autres, hein, c'est-à-dire que là ça permet de rassurer le sujet. Mais d'ailleurs, je tiens quand même à préciser, hein, ça c'est un truc sur lequel Erickson insiste beaucoup, j'en avais déjà parlé, une grande partie de l'induction consiste à un moment donné à sécuriser la personne, à lui expliquer à lui faire comprendre, à lui faire ressentir qu'il ne va se passer que des bonnes choses. Et du coup, que tout va bien se passer, quoi. Et du coup, quand elle n'a plus besoin d'être attentive au monde extérieur, et elle va pouvoir se laisser aller dans sa rêverie et lâcher prise. Donc finalement, ça va dans le sens de faire des suggestions qui sont inductives. Ça permet aussi de poser un cadre. De dire à un moment donné, voilà les règles du jeu, il va se passer ci, ça et ça, il faut surtout pas qu'il se passe ci, ça et ça, et en cas de ci et ça, ça permet aussi de montrer une expertise et de poser un cadre, de poser une autorité, la personne se sent entre de bonnes mains, parce qu'il y a un beau cadre bien sécurisé, qu'il soit réellement utile ou non, je sais pas, mais en tout cas il a cette utilité-là aussi de faire forte impression, une bonne impression plutôt. Et puis il rassure le praticien. C'est pour ça que moi je l'enseigne, parce que je sais que chez les débutants, surtout, c'est vrai que quand on pratique depuis un moment, souvent, ça devient un peu plus fluide, on fait ces choses-là on les fait quand on le sent que c'est utile, on le fait pas tout le temps. Mais Ouais. chez un débutant, je trouve ça vachement intéressant de rendre cette étape quasiment incontournable, parce que ça permet, il y a souvent un avant et un après l'avoir mise aussi dans la séance chez des débutants qui appréhendent. Au début, ils sont un peu stressés, ils se disent oh là là, mon Dieu, il faut surtout que je fasse très attention à chacun de mes mots, il faut que je fasse très attention, j'ai une grande responsabilité. Et puis ils disent ça et ils disent en gros, si je dis une bêtise, l'inconscient le corrige. Est-ce que l'inconscient est d'accord ? Ils obtiennent un oui, et puis après, ils se détendent, ils ont le droit de dire des bêtises, ils ont le droit de se tromper, ils voient que c'est pas au détail près, et du coup ils se détendent, et en général ce qu'ils font est bien meilleur derrière, du coup ils font beaucoup moins de bêtises parce qu'ils sont beaucoup plus détendus. Donc quelque part, ça améliore la qualité de leur accompagnement. D'avoir mis ces filets de sécurité, ça les sécurise eux-mêmes. Et d'ailleurs dans les débats,
Souvent la question c'est est-ce que ça déresponsabilise pas un peu le praticien qui se dit bon bah j'ai mis ces sécurités là, du coup l'hypnose ne peut plus nuire, j'ai dit l'hypnose ne nuira pas, du coup c'est bon, je peux faire n'importe quoi. Oui, mais non, en fait, je sais pas. Ça présuppose les personnes qui pensent ça, qui se disent mais attention, l'hypnose est un outil très 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 délicat, puissant donc dangereux. Il faut pas le mettre entre n'importe quelle main. Il suffit pas de mettre 2-3 fusibles, etc. Oui, mais il y a un gros présupposé, c'est que, en effet, c'est un outil extrêmement sensible, extrêmement dangereux, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Il y a des risques liés à certaines utilisations de l'hypnose, mais on n'est pas face à quelque chose qui est extrêmement dangereux, c'est pas vrai. Il y a rien qui l'étaye, ça. C'est des peurs qu'on voit, c'est des accusations un peu infondées, parce qu'il y a rien qui étaye ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des milliers de personnes en France, il y a des dizaines de milliers de personnes qui pratiquent l'hypnose, mais il y en a probablement des milliers qui pratiquent quotidiennement d'une façon qui n'est vraiment pas excellente. Mais vraiment pas. Et je le dis en disant pas excellente, je suis gentil. Et bien pourtant, ça va, globalement, il n'y a pas des épidémies de personnes qui ont des tas de problèmes en sortant de chez eux. C'est pas vrai. C'est pas si facile que ça d'obtenir des changements durables et stables avec l'hypnose, donc c'est pas si facile que ça d'obtenir, de faire des dégâts non plus. Globalement, ça mange pas de pain. Au pire, ces fusibles-là n'ont pas une réelle efficacité, si ce n'est de rassurer le praticien et le sujet, ce qui est déjà beaucoup. Et puis à mon avis, à mon avis, ça change vraiment la façon dont la séance se passe après. Donc je pense que cette accusation, elle est basée sur une pratique, je sais pas, elle est basée sur des présupposés que je partage pas en tout cas. Oui, il faut bien pratiquer, il faut faire attention à certains risques, il existe certaines choses, mais ça on est formé dans les formations, on apprend ces choses-là normalement, mais c'est pas si dangereux que ça. Disons qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que ça permet de refuser la docilité du sujet. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que quand on dit à une personne que son inconscient va sélectionner des choses, par exemple, va sélectionner des informations, va s'autoriser, pourquoi pas, à résister à certaines suggestions si elles sont négatives, à modifier le changement s'il n'est plus approprié, c'est qu'on dit que la partie à qui on s'adresse et qui va prendre en charge le changement, n'est pas juste un disque dur qui imprime un programme, qui accueille un nouveau logiciel. C'est pas une partie docile, c'est pas un bon petit soldat qui obéit à mes suggestions. C'est un interlocuteur de qualité qui va écouter, se demander si ce que je dis est bon ou pas, éventuellement le retraduire dans des termes beaucoup plus personnels, faire du sur-mesure, faire en sorte que le truc que je donne, qui est un peu j'ai mes tics, j'ai mes métaphores, j'ai mes termes, c'est pas hyper sur mesure, mais le transformer pour que ça devienne du sur mesure, et puis derrière être responsable du changement, c'est-à-dire pas juste l'accepter bêtement, mais en être responsable, continuer de l'élever comme un bébé qu'on élèverait pour qu'il devienne adulte, de le modifier, de l'ajuster, etc. Et moi, j'observe le résultat de ça. C'est-à-dire que très souvent, en séance, j'ai des personnes qui vont me résister derrière, si je dis une bêtise, enfin, en tout cas, qui vont avoir un comportement beaucoup moins docile. Et c'est très bien. C'est très, très bien. En face, ça répond. Il y a des gens qui vont beaucoup mieux s'approprier le changement. Et du coup, le rendre beaucoup plus durable. Donc c'est une façon de refuser la docilité. C'est une façon de dire, non, je n'ai pas un pouvoir absolu sur vous, et le moindre de mes mots vous conditionne définitivement. C'est pas vrai. Je vais juste vous faire des suggestions qui portent bien leur nom finalement, c'est-à-dire je vais vous proposer des choses. Mais c'est pas vous qui allez les étudier et y réfléchir, mais il y a une part de vous qui va les étudier, y réfléchir et éventuellement, si ça lui semble approprié, créer une réalité par rapport à ça. Et moi j'observe vraiment la différence de transe les différences de l'état d'hypnose et de réceptivité et de répondant, et même la différence dans les changements et dans les résultats obtenus, si on a pris du temps pour bien définir ça, pour bien dire l'interlocuteur à qui je m'adresse, à l'intérieur de vous, la part de vous à qui je m'adresse, c'est une part qui a du répondant, qui est capable de résister quand c'est pas bon, et qui est capable aussi de s'engager avec beaucoup d'enthousiasme quand ça lui plaît, qui est capable de créativité, qui est capable c'est un thérapeute intérieur, qui a une grande expertise, bien plus grande que la mienne, et qui va mettre tout ça à votre service. Donc j'observe une vraie... ça peut être fait sous forme de fusible, ça peut être fait sous d'autres formes encore, mais c'est une étape qui me semble très très intéressante, voire très importante. Donc les fusibles finalement contribuent à ça, c'est une façon de suggérer ça. Et en plus de ça, ça contient plein de suggestions indirectes en plus de ça. Je veux dire, si je dis à une personne par exemple, à tout moment de la séance, vous pouvez,
à n'importe quel moment, prendre une grande inspiration et vous réveiller, c'est-à-dire revenir ici et maintenant, reprendre contact avec les sons extérieurs, avec le monde extérieur, si jamais vous en avez besoin. Bien, quand je dis ça, ça veut dire, dans la séance, là, tout à l'heure, vous serez complètement coupé du monde extérieur, et vous serez plus du tout réveillé. Indirectement, c'est une suggestion très forte aussi, donc ça peut être une façon même de faire des belles suggestions d'hypnose profonde, en fin de compte, indirectement. Si je dis à une personne, à n'importe quel moment dans la séance, si vous avez quelque chose à m'exprimer, à me dire, vous pourrez vous sentir autorisé à le dire. Vous pourrez prendre le temps de retrouver la parole, de réveiller la bouche, et tout en restant dans votre hypnose, vous pourrez me dire ce que vous avez besoin de me dire. Et si je dis ça, ça veut dire, dis donc, tout à l'heure, vous serez tellement profond que vous n'aurez même plus envie de parler, et que ça ne sera pas si évident que ça de parler. Donc c'est une bonne suggestion d'hypnose profonde. En fin de compte. Grosse suggestion, ouais. Voilà, c'est une suggestion indirecte, en autorisant quelqu'un, ou par exemple, je pourrais dire... Si je dis à quelqu'un, vous savez, à la fin de la séance, si vous voulez vous souvenir de ce que vous avez vécu durant l'hypnose, vous pourrez vous souvenir d'une chose, deux choses, voire plusieurs choses, et ça vous permettra d'avoir des choses à raconter ce soir. Et si je dis ça, c'est une énorme suggestion d'amnésie en réalité. C'est-à-dire, en gros, la norme, c'est d'oublier la séance, mais si vous le souhaitez, vous pourrez vous souvenir quand même de 2-3 trucs qui vous permettront d'avoir quelque chose à raconter ce soir à la maison. Donc c'est intéressant aussi, il faut regarder ce qu'il y a comme suggestion derrière. Donc ça peut être les fusils peuvent être l'occasion d'une suggestion indirecte. Et puis, après voilà, c'est clair que... Ah si, il y a un exemple qui me vient en tête que j'aime bien quand même citer, c'est notamment celui de la futurisation. C'est une pratique qui est hyper intéressante, mais qui est à double tranchant. Si une personne en hypnose lui fait projeter dans l'avenir qu'elle va vivre ci et ça, à la fois c'est hyper intéressant parce qu'elle peut être motivée, ah ouais, je vais vivre ci et ça, et à la fois elle peut se programmer dans sa tête qu'elle va vivre ça. Et du coup, si jamais il arrive quelque chose qui fait qu'elle ne le vit pas, pour une raison ou pour une autre, je sais pas, elle doit déménager, et du coup ça se passe pas comme ce qu'on avait projeté ce jour-là durant la séance d'hypnose, il est possible que ça crée une sorte de petite névrose intérieure, c'est-à-dire une part d'elle qui va se dire, mais zut, j'ai pas satisfaction en fait. Moi j'avais programmé ça, et en fait il se passe ci. Donc là il y a un conflit intérieur entre ce qu'on avait prévu et la réalité. Et c'est pour ça que c'est très important, par exemple, dans le cas des futurisations, à mon avis, de mettre cette espèce de fusible, qu'on peut parfois mettre même à la fin, juste avant le réveil, si on a oublié. De dire, voilà, ce qui a été projeté durant l'hypnose, à valeur de motivation, à valeur de cap, pour dire, voilà, on va dans cette direction, mais c'est peut-être pas finalement la destination finale qu'on va atteindre. Peut-être qu'on va changer d'itinéraire en cours de route. Ça permet de se mettre en mouvement, mais c'est très important qu'à un niveau inconscient, la part de vous qui a projeté et qui va se mettre en mouvement, continue de s'adapter et d'accepter de mettre à jour cette projection en permanence par rapport à la réalité, et ne pas devenir psychorigide, avoir ça en tête et puis créer une déception si ça n'arrivait pas. C'est une possibilité pour être parfaitement heureux, ou parfaitement épanoui, ou parfaitement satisfait, mais il y en a des millions d'autres. Et ça, c'est par exemple une sorte de précaution, c'est un affinement de cette suggestion post-hypnotique. C'est une sorte de, une clause de cette suggestion post-hypnotique qui me semble essentielle dans la pratique de la futurisation. Donc ces précautions-là, ça dépend lesquelles, mais il y en a qui, à mon avis, sont très importantes. C'est vrai qu'avec le temps, à force, souvent les fusibles, on les met de manière moins formelle, mais en soi, c'est une pratique que je trouve quand même assez intéressante à plein de points de vue. J'en ai sûrement oublié des points de vue, mais je pense que c'est quand même vraiment très intéressant. Oh, tu as donné des approches qui sont quand même assez intéressantes avec des utilisations même de suggestions. Et justement, j'aimerais faire le lien avec une question qui a été posée sur la suggestion. La personne demandait si la suggestion, pour toi, c'était de la même nature que l'impulsion ou la compulsion, comme le suggérait à son époque Janet. Oui, alors cette question, je me souviens d'avoir vu passer, donc je crois même, je soupçonne de me souvenir de son auteur aussi, parmi les Janéciens. Bon, je vérifierai si c'est lui, mais si c'est lui, c'est l'occasion peut-être même de mettre un lien vers son blog dans la description. Donc allez voir pour les curieux, parce que c'est toujours bien de promouvoir ce genre de travail, mais moi je mettrai son lien de toute façon, que ça soit lui ou non. C'est vrai que oui. Moi, je dirais oui. La suggestion, je pense qu'elle est de même nature. Question suivante. Voilà. Qu'elle est de la même nature que l'impulsion ou la compulsion. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis plus
d'accord avec tout ce que j'ai lu et étudié de Janet, et j'en ai lu et étudié. Je me suis vraiment rentré dans le système pas mal, quand même, dans le système Janet, qui est passionnant. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur certaines choses, mais ça reste quand même absolument passionnant et fondamental. Mais sur la question de la compulsion et de l'impulsion, oui. Voilà comment je le dirais de façon simple. Et voilà comment je l'explique souvent. Tout à l'heure, je parlais justement de ça. Je parlais de, par exemple, un boulimique. J'avais résumé ça en disant, il y a un truc à l'intérieur de lui qui va lui dire, mange. Je prends l'exemple du fumeur après. Mange, et tu n'auras pas de repos tant que tu n'auras pas mangé. Ou il est devant une assiette, et puis il y a un truc en lui qui lui dit, finis l'assiette, et tu n'auras pas de repos tant que ça n'a pas fini. Évidemment, ça passe pas par de l'auditif comme ça, mais je caricature. Il y a une force, il y a un truc qui est programmé, qui, en gros, le laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas fini son assiette. Et ça n'a rien à voir avec la faim, ça n'a rien à voir... Enfin, c'est vraiment une pulsion, et on peut en fabriquer même de complètement absurdes. Je veux dire, un TOC, par exemple, quelqu'un qui se lave les mains 12 fois, c'est à un moment donné, dans son esprit, dans son cerveau, il y a un truc qui se déclenche, et c'est, ok, là, voilà, tu dois faire ta séquence, tu dois te laver les mains 12 fois, et si tu t'arrêtes à 10... tu vas péter un câble, en fait. Non, il faut que tu ailles à 12. Je te laisserai pas tranquille. Et si la personne à 10 essaie de s'asseoir en mettant les mains sous les fesses pour se caler les mains, etc., essaie de vraiment s'empêcher, mais elle va avoir des symptômes d'un junkie en manque, en réalité, de plus en plus. Son cœur va s'accélérer, etc. Elle va avoir l'esprit complètement occupé par ça de plus en plus. Et puis, elle va finir par le faire. Elle n'aura pas de repos tant qu'elle ne l'aura pas fait. On peut prendre des milliers d'exemples comme ça. Quelqu'un qui a une addiction sexuelle, il y a un truc en lui qui lui dit, en gros, baise, quoi. Et t'auras pas de repos tant que tu l'auras pas fait. N'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, mais fais-le. Et je le souhaite pas. Sincèrement, moi qui ai souvent travaillé avec des personnes qui souffraient de ça, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. C'est absolument terrible. Mais c'est ce mécanisme de la pulsion que certaines personnes ne comprennent pas, et d'ailleurs culpabilisent un boulimique en lui disant, mais t'as qu'à te retenir, t'as qu'à pas manger, etc. Mais on peut pas comprendre ça. Et si je me retiens, mon inconscient va feinter, mais cette partie-là qui a décidé que je mangerais, elle est même capable de faire du somnambulisme, de la boulimie somnambulique, c'est-à-dire de me lever la nuit sans me réveiller, pour me faire vider mon frigo et me recoucher. Alors souvent, elle va utiliser des stratégies qui sont justement, on en parlait tout à l'heure, c'est très raccord, qui vont être l'excuse. Je vais me trouver des excuses, ou alors la souffrance, c'est-à-dire qu'en gros, je vais me sentir mal tant que je l'ai pas fait. Et de plus en plus mal. C'est pour ça d'ailleurs que le fumeur prend du plaisir à fumer sa clope. En réalité, c'est parce qu'il s'est senti de plus en plus mal, c'est-à-dire en manque, juste avant, et il est soulagé de ça. Mais par exemple, si j'ai un TOC qui me dit que je dois me toucher le lobe de l'oreille droite, par exemple, ou si c'est un tic, c'est que je me rends pas compte, mais si c'est un TOC, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sens que ça y est, l'idée elle traverse mon esprit, et cette idée me lâchera pas. C'est la fameuse idée qui colle, comme pour reprendre le titre d'un livre, et dont je mettrai la référence en description de la vidéo. Voilà, je me donne un peu de boulot au passage. Donc j'ai l'idée que je dois me toucher le lobe de l'oreille droite, et tant que je l'aurais pas fait, cette idée va pas me lâcher. Elle va pas me lâcher, et ça va devenir physique, ça va occuper mon esprit. Si je tiens une conversation avec quelqu'un, je vais avoir du mal à l'écouter, de plus en plus, ça va, voilà, et je vais être de plus en plus mal, et hop, je le fais, je suis soulagé. Et je vais prendre plaisir à ça. Je vais prendre plaisir, mais en fait, c'est le plaisir d'être soulagé de quelque chose qui m'a torturé avant. Donc, c'est pas réellement le plaisir lié au fait de se toucher le lobe de l'oreille, même si ça peut être très agréable. Mais ça peut être absurde, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ce mécanisme qu'on retrouve dans énormément de choses, qui est de l'ordre de la pulsion, c'est-à-dire je suis poussé à, qu'on peut retrouver dans la passion, c'est-à-dire vous avez des personnes qui sont passionnées par, qui vont lire un livre et ils vont pas pouvoir s'endormir tant qu'ils l'ont pas fini. Il y a quelque chose qui va passer à un niveau hypnotique. Le reste n'existe plus, ils sont complètement absorbés, et ils n'auront pas de repos tant qu'ils n'auront pas lu jusqu'au dernier mot, le dernier point de ce livre. Et c'est pas le cas chez tout le monde, c'est pas le cas chez moi par exemple. Moi, la lecture, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts conscients, mais il y a chez certaines personnes, ça va devenir un phénomène hypnotique. Et en réalité, la suggestion fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que si je prends une personne, je la mets debout, je lui demande de fixer un point devant elle, et je lui dis « Votre corps va être attiré vers l'arrière ». Quasiment dans la plupart des cas, si j'attends, son corps va être attiré vers l'arrière. J'ai mis l'idée d'un mouvement qu'il ne doit pas faire, qui doit se faire tout seul, et cette idée d'un mouvement va finir par se faire. Et si, par exemple, la personne, je lui demande de mettre ses mains devant elle, comme ça, et puis je dis « Vos mains vont être attirées l'une vers l'autre jusqu'à se toucher ».
En gros, c'est comme si je disais à l'intérieur, les mains vont se toucher, vous n'aurez pas de repos tant que ça ne sera pas fait. On le voit bien parce que ça crée plutôt, tant que c'est pas fait, ça crée plutôt un état de stress pré-hypnotique, c'est-à-dire qu'en général la Ouais, une respiration, attente. oui, il y a quelque chose il y a une respiration qui s'accélère, qui s'intensifie, le cœur qui s'accélère souvent. Il y a même des personnes qui peuvent avoir très très chaud à ce moment-là, au moment où les mains Mm. se rapprochent. Et quand ça sera fait, il y a un très grand soulagement. Et les suggestions, quand on annonce voilà ce qui va se passer à quelqu'un, c'est souvent on crée, si la suggestion prend, on crée ce genre de phénomène-là en réalité. On crée une petite névrose temporaire tant que ça s'est pas produit, avec un soulagement derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas enchaîner directement. Une fois que les mains se touchent, il faut laisser la personne en profiter un peu. Mais on a créé ce mécanisme-là, et c'est pour ça que ça peut être aussi un peu troublant pour la personne. Mais c'est tout à fait naturel. Et c'est pour ça qu'on arrive à agir sur ce genre de pulsion, en fait. C'est pour ça qu'on arrive à agir sur tous ces comportements qui sont irrationnels, toutes ces choses qui nous poussent de l'intérieur, et je sais bien que je ne devrais pas, et pourtant je le fais. Si on arrive par l'hypnose et par la suggestion à agir sur ce niveau-là, très pulsionnel, mieux qu'avec la plupart des autres méthodes, sur ce genre de mécanisme-là, c'est parce qu'on utilise exactement le même langage. C'est parce que l'outil qu'on utilise est de même nature. C'est parce que l'outil qu'on utilise est de l'ordre de l'idée qui va coller et qui va se construire dans le temps, mais qui, par exemple, la personne qui a les mains qui se rapprochent, si moi, au bout d'un moment, je lui prends les mains et je les empêche de se rapprocher, mais vous en avez qui vont se sentir très très mal, ils vont être dans un état de manque, ils vont avoir tous les symptômes d'un état de manque, parce que j'avais dit qu'elles devraient se toucher. Donc on voit que c'est exactement, on peut créer ce genre de petites névroses. Il y a des articles d'ailleurs, il y avait un article d'Erickson comme ça qui était sur la création de névroses, l'implantation de névroses par Ouais. l'hypnose, mais en réalité il reprenait des expériences de Luria, etc., qui se faisaient à l'époque, dans les années 20, 30, en Union soviétique et aux États-Unis. Mais voilà, c'est parce que l'idée fixe de la suggestion hypnotique ou de la suggestion post-hypnotique, l'exemple que je prenais tout à l'heure de quand je claquerai dans les doigts, vous irez boire un verre d'eau, clairement, si la suggestion a pris, elle peut tout à fait être un pétard mouillé, ne pas prendre, mais si elle a pris la suggestion, ça va être comme une sorte de pulsion névrotique, temporaire, isolée, juste une fois, donc c'est pas fumer une clope toutes les 2 heures, ou toutes les heures, mais c'est du même ordre. D'ailleurs, on retrouve les mêmes façons de le faire. C'est-à-dire, je disais, soit la personne va rentrer en transe pour le faire, soit elle va se sentir mal jusqu'à ce qu'elle le fasse. Par exemple, dans le cas de vous boirez un verre d'eau, se sentir mal, c'est avoir soif, en fait. Donc, je suis de plus en plus mal jusqu'à ce que je résolve le problème en buvant un verre d'eau. Ça s'appelle la soif. Donc, soit l'inconscient va lui fournir de la soif, soit il va lui fournir une excuse. Par exemple, dis donc, l'eau de chez vous, je me demande quel goût elle a par rapport à l'eau de chez moi. Enfin, vous voyez, je prends un exemple un peu absurde, mais souvent ça va. Voilà, c'est par exemple le boulimique qui va dire qu'il est bon vivant, ou qui va dire oh là là, demain j'ai beaucoup d'efforts à faire, il faut que je fasse un bon repas ce soir. Donc je vais passer par une excuse. Ouais. Mais dans tous les cas, en réalité, c'est un truc en moi qui m'a dit tu vas le faire. Soit tu vas te raconter un mensonge, soit tu vas te sentir mal, soit tu vas baisser la garde et je vais te le faire automatiquement. Soit même je vais te mettre en transe, je vais te le faire et je te réveillerai après. Mais tu vas le faire. Et par exemple, le coup de la transe, on voit ça chez les boulimiques. Il y a des boulimiques qui ont des crises de boulimie dissociatives, où ils se voient de l'extérieur, ils bouffent, ils perdent complètement le contrôle, et quand ils reviennent à eux, il y en a même qui ont des amnésies, mais en tout cas, ils ont le sentiment, ils ont un souvenir vague pour certains. Mais ça peut les avoir emmenés au magasin d'en face, remplir un chariot, revenir à la maison, bouffer, et ils se réveillent ensuite. Ils réintègrent leur corps à ce moment-là. Donc c'est un mécanisme de la transe, c'est un mécanisme de la suggestion post-hypnotique, enfin, c'est le même mécanisme, on va dire. C'est le même mécanisme qu'on exploite. Et pour ça, lire les travaux de Janet, et notamment l'automatisme psychologique, qui est la grande œuvre qui décrit extrêmement bien, justement, à quel point c'est comme ça que c'est le même mécanisme. Donc moi je suis complètement d'accord là-dessus, quoi. Moi la lecture de ça a complètement changé ma vision de l'hypnose et de la suggestion, m'a permis de comprendre ce que je faisais. Pendant 10 ans je travaillais sans comprendre ce que je faisais, et puis pas pendant 10 ans, pendant 6 ans, 7 ans. Et là, quand j'ai compris ça m'a permis de ratiboiser beaucoup de techniques, d'aller bien plus droit au but, de comprendre les mécanismes clairs de la suggestion directe, c'est-à-dire justement de l'idée fixe qu'on va implanter de manière explicite. Enfin voilà, donc pour répondre à cette personne, oui, voilà, je pense. Très bien.
Il y a une autre question, donc du coup, qui est un peu générale. Alors du coup, je vais me permettre de projeter. La personne demande comment tu entretiens l'état de flow. Alors, comme il n'y a pas de précision si c'est enfin pour la personne en face, si c'est dans ta vie de tous les jours ou quoi, je vais te demander en tant que praticien, toi, quand tu es en séance, comment est-ce que tu entretiens cet état-là? Oui, oui, vu le contexte, ça doit être ça, j'imagine, peut-être, Je enfin, pense, hein, ce qui me paraît logique, mais ouais, parce que sinon, au quotidien, je sais pas. Donc l'état de flow, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, hein, enfin, ça fait un moment qu'il existe en psychologie, mais c'est un anglicisme, hein, c'est FLOW, c'est ça. qui signifie le flux, quoi, le courant, etc. Et globalement, ça désigne ces espèces de, ce qu'on appelle aussi les états de grâce, qu'on peut retrouver Ouais. dans plein de pratiques, chez les sportifs, chez plein de gens, etc. C'est des états où on se pose pas trop de questions, et c'est souvent des états de grande compétence. C'est-à-dire à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire, on le fait, et on le fait tellement naturellement qu'on le fait sans se poser de questions, on le fait vraiment, voilà, on dit waouh, là, j'étais dans un état de grâce, on était parfaitement dedans, tout était fluide. Souvent, on parle de fluidité en français, les gens décrivent souvent de fluidité. Euh, Concept que je trouve très intéressant parce que souvent quand on parle de la confiance en soi, beaucoup de gens le décrivent, surtout les gens qui fonctionnent beaucoup par des sensations ont tendance à orienter les gens, à vouloir orienter les gens vers des sensations de confiance en soi, tandis que les gens qui font quelque chose avec beaucoup de confiance, très souvent le décrivent avec des mots qui ne correspondent pas à des sensations. Par exemple fluide, mais c'est pas une façon de dire je sais pas trop quoi vous répondre en termes de sensations. C'est-à-dire en gros, je m'exprime mal, mais si par exemple quelqu'un parle en public avec beaucoup d'aisance et vous lui demandez c'est comment, quand vous avez confiance en vous, quand vous parlez en public, Mm. c'est rare qu'il vous dise bah à ce moment-là je sens la confiance comme une fraîcheur dans mon épine dorsale, etc. Non, en général il vous dit bah je sais pas, c'est clair, c'est net, c'est Ouais, je fluide. me pose pas de questions. Exactement, je me pose pas de questions. Exactement, c'est facile. En gros, je me ressens pas, je m'oublie à ce moment-là. Je suis en train de le faire et je m'oublie. C'est pas je suis en train de m'observer avec mes sensations. C'est même pas toujours je prends plaisir. C'est après, j'ai fini la conférence, je vais dans le couloir derrière et là je prends plaisir, là j'ai une sensation éventuellement. Mais sur le coup, au contraire, il y a une transe. Donc en séance d'hypnose, comment est-ce que moi j'entretiens ça? Déjà, il y a un présupposé, c'est que moi je ressentirais cette fluidité-là, ce qui est parfois le cas, pas toujours. Parfois on se pose des questions, parfois on doute, parfois on rame, parfois on n'est pas en phase, on est fatigué, etc. Donc c'est pas toujours le cas. Mais je dirais que d'abord c'est un état de compétence. C'est-à-dire l'aisance, c'est un truc que je dis souvent à mes élèves, c'est que l'aisance, on peut pas, quand on forme des gens, on peut pas leur demander d'être à l'aise. Ça serait une absurdité. Je sais que ça existe, mais c'est une absurdité. Ils débutent, ils ne peuvent pas être à l'aise avec quelque chose qu'ils font pour la première fois, ou presque. C'est quantitatif. C'est à force de faire qu'on va être de plus en plus à l'aise. Et qu'on va se poser de moins en moins de questions, et qu'on va le faire de façon de plus en plus routinière, de plus en plus facile. C'est exactement comme quand on apprend à conduire. Au début, on pense à tout ce qu'on fait, on est un petit peu nerveux, c'est normal, il y a de l'enjeu, et on est un peu stressé, mais c'est ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être bien concentrés. Puis à force de conduire, au bout d'un moment, on est capable de tenir une conversation tout en doublant un camion sur l'autoroute. Cette automatisation, cette aisance, cette intégration des compétences, comme ça, elle vient avec déjà le temps et la pratique. Donc ça, c'est Mm. une chose, faut pas se mentir, c'est rien de se faire des séances pour ça. L'aisance, c'est quantitatif, beaucoup en tout cas. Après, si ça fait 10 ans que je travaille énormément et que j'ai toujours peur comme un débutant, bon, il y a peut-être quand même un travail à faire. Mais globalement, normalement, ça vient. Limite, ça peut être même parfois à double tranchant, hein, parce qu'on peut se relâcher avec ça. Et notamment, l'état de flow en hypnose, ça peut être aussi quelque chose qui favorise les logorées, où je me laisse hypnotiser par ma propre voix, qui donne des trucs, qui dit des choses, qui fait des envolées lyriques, qui parle, qui est très créative, et je n'arrive plus à me contrôler moi-même. Et donc l'état de flow, ça peut être un flux justement, un courant venant de moi et qui va envahir la personne, envahir la séance, et lui donner énormément d'énergie, énormément d'idées. C'est pas toujours forcément une bonne chose. Donc il faut Oui, c'est apprendre ce à que se taire. j'allais te dire. Bah oui, c'est ça, il faut apprendre à se taire, il faut apprendre à écouter l'autre, lui poser des questions, et parfois il faut savoir tenir sa langue, hein, vraiment, vraiment tenir sa langue. J'ai des idées, mais je les garde pour moi, etc. Donc moi j'ai vu en tout cas des personnes pratiquer avec une espèce d'énorme... on va dans un état d'auto-hypnose, où clairement ils étaient en auto-hypnose, et non pas en hypnose. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas hypnotisés par la personne en face, mais ils étaient en roue libre, quoi. Ils s'étaient lâchés. Donc ça peut donner de très bonnes choses, mais bon, je me méfie un peu de ça.
Donc sinon, il y a une forme d'hypnose du praticien. Donc comment le pratiquer, ça peut être une bonne chose justement, non pas d'être en auto-hypnose, mais d'être en quelque sorte hypnotisé par la personne en face. Et moi, un conseil que je donne à mes élèves souvent, c'est de pratiquer la technique que Erickson conseille de mon ami John. C'est Erickson qui l'appelle comme ça, donc il l'a décrit plusieurs fois dans pas mal de passages. En gros, ça consiste à s'entraîner à faire des séances sur un sujet imaginaire, sur une personne imaginaire. Vous mettez une chaise, ou pas de chaise d'ailleurs, peu importe, vous imaginez la personne, vous pouvez même l'accueillir, imaginer ses vêtements, etc. Imaginez son profil, son âge, son sexe, etc. Et puis, vous commencez à lui faire une séance. Et vous impliquez dans chaque mot. Si vous pouvez mimer ce que vous faites, vous mimez aussi, vous montrez l'exemple, etc. Et d'abord, c'est excellent parce que ça permet de réviser les outils. En plus, il n'y a pas de pression, donc ça vous permet de faire des séances assez sympathiques. Si vous vous enregistrez derrière, vous pouvez même vous écouter et puis vous faire un feedback. Et ça, là, vous allez progresser, mais alors vraiment vitesse x20 si vous faites ce genre de choses-là. Des séances sur des personnes imaginaires et que vous enregistrez et que vous réécoutez 3-4 jours après, une semaine après pour vous faire des feedbacks. Mais en plus de ça, ça ancre une habitude. Ça ancre une habitude de se mettre dans une sorte de transe quand on est avec l'autre, mais qui n'est pas une transe d'auto-hypnose, qui est quand même une transe totalement consacrée à l'autre. Il n'existe plus que lui, et toute information qui me vient à moi ne vient que de lui, etc. Je suis entièrement disponible à l'autre. Donc ça, je trouve que ça ancre, ça crée une sorte de conditionnement qui fait qu'au bout d'un moment, après, quand je commence mes séances, je me mets naturellement dans cette espèce d'état beaucoup plus hypnotique qui va me permettre de lâcher prise, de moins réfléchir. Sinon, un truc tout con, je conseille souvent pour faire de l'auto-hypnose de fixer un point, c'est pareil. Il y a des personnes qui, je vois, ils mènent des séances d'hypnose, ils réfléchissent beaucoup, ils ont les yeux qui montent au ciel pour réfléchir, qui descendent, etc. Ok. Canalise-toi, fixe un point devant toi, regarde la personne dans ta vision périphérique, éventuellement fais des moulinets avec tes mains, fais des gestes fluides, voilà, détends-toi et fais passer ton intelligence de ta tête à ton ventre, à tes tripes, pour faire la séance de manière plus intuitive, plus détendue aussi. Donc ça peut être quelque chose qui va favoriser une sorte de je laisse venir. Après il y a même des trucs qu'on peut se dire un peu, qui peuvent sembler un peu perchés, mais moi j'aime bien ça, c'est dire par exemple que la séance elle existe déjà, elle est là, elle est posée sur la chaise et je vais m'asseoir dessus et en quelque sorte elle va se faire à travers moi, c'est-à-dire qu'elle attend que quelqu'un lui donne chair, lui donne voix, lui donne un corps pour s'exprimer, mais moi-même je vais m'installer et je vais découvrir quelle séance se joue à travers mon corps, à travers ma voix, à travers mes yeux au fur et à mesure. Donc ça peut être une façon de se mettre en condition qui est une façon d'accueillir les mots, d'accueillir les gestes, d'accueillir la séance qui va se faire au fur et à mesure. J'essaye dans la mesure du possible de faire ça quand je fais des démonstrations notamment devant des groupes. Je fais venir une personne, je savais pas que c'était elle qui allait venir, je la sélectionne pas, elle est là et je sais absolument pas ce que je vais faire. J'ai une idée de ce que je dois faire comme démo, mais je suis là et puis j'attends et je laisse des choses venir et puis ça va bien se tricoter au bout d'un moment, puis ça va donner lieu à quelque chose, peut-être que j'avais prévu, peut-être complètement autre chose, mais on verra bien. Et en général, plus je suis dans cette attitude, de me dire, je vais laisser la démo se faire à travers moi, mais quand même il faut contrôler un peu, hein. Je suis au-dessus pour jeter un œil sur ce qui se fait, mais mieux ça se passe en général. Alors que si j'ai trop d'idées, si je réfléchis trop, si j'ai bu trop de café le matin et que je suis dans une attitude un peu trop punchy, justement c'est pas le flow qui va se passer, c'est plutôt une espèce d'hyper compétence mais trop cérébrale, et en général c'est moins bon. Donc, voilà ce qui me vient sur ce sujet. Ok. Ouais, voilà ce qui me vient. Mais ouais, pratiquer, l'aisance viendra. C'est beau. Moi, j'ai envie de t'embêter, du coup, avec une petite question bonus. Là, en début, tu as dit qu'on pouvait poser des questions polémiques. Et du coup, une question chiante de temps en temps. Tu t'as pas annoncé au début, mais zut. Ouais, c'est ça. je perds le contrôle, je ne sais plus. C'est ça. Vas-y. Et tous les organismes de formation vont être suspendus à tes lèvres dans quelques instants. Tu me fais peur. Parce que la question, c'est, avec le recul, quelle école est-ce que tu conseilles aujourd'hui pour se former à l'hypnose ? Ah, la question piège. Ouais, je t'écoute avec attention, de rien. J'utilise mon joker, est-ce que j'ai le droit ?
Tu peux utiliser un joker, mais donne quand même quelques pistes de Non, ouais, pourquoi tu évidemment, je utilises vais un pas joker dire, et non, je vais pas dire aller dans telle ce que école ou telle proposer. autre. Ouais. D'autant qu'en plus, je suis pas objectif parce que je travaille avec des écoles différentes, différents organismes, donc forcément, je suis dans une position un peu délicate pour dire ça. Mais c'est vrai que parfois, enfin, souvent, même on me contacte pour me demander qu'est-ce que vous conseillez. Je suis à la recherche d'une école, qu'est-ce que vous me conseillez, est-ce que vous pensez que celle-ci est bonne ou pas. C'est toujours assez délicat de répondre parce que d'abord Ah, je les ai pas faites, je les ai pas toutes faites, j'en sais rien. Il y en a dont je connais le contenu, il y en a dont je vois des élèves qui sortent et donc je me fais une idée à peu près du niveau, mais ça dépend. Voilà, ça dépend. Il y en a qui ont plein de formateurs, donc on peut avoir des expériences différentes en fonction du formateur sur lequel on tombe. mhm. Il y a des écoles pure hypnose, il y a des écoles hypnose plus orientées PNL, il y a des écoles qui ont plusieurs disciplines. C'est très très différent. Et justement, je comprends cette demande parce que c'est un peu le bazar et on sait pas vers qui se tourner. Puis en plus de ça, ce qui vous demande des témoignages, vous avez soit les gens qui ont suivi un cursus et qui en sont très satisfaits mais qui n'ont aucun recul en réalité, ils n'ont aucun point de comparaison. Moi j'étais extrêmement satisfait de l'école que j'ai faite quand je l'ai faite. Bon, j'avais quand même des critiques sur le coup, mais j'étais quand même très content. Mais je me rends compte avec le recul qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très bien, mais aujourd'hui je n'enseigne pas ce que j'ai appris là-bas. Donc ça parle de soi. Mhm. Mais par contre, je pense que même si ça évolue beaucoup et que beaucoup d'écoles tentent de faire vraiment des efforts pour essayer d'être plus complètes, plus sérieuses, etc., il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, et globalement, il faut s'attendre à probablement multiplier les expériences. Probablement aller vers telle école, peut-être parce qu'elle offre une reconnaissance ou un truc un peu plus solide, même si dans les faits, je vais peut-être pas être très compétent en hypnose, et puis ensuite compléter avec tel cours parce que celui-ci va me donner la compétence. Donc il y en a qu'on va plus faire pour la valeur du certificat, d'autres plus pour la valeur du contenu, d'autres plus pour compléter, parce que là j'ai pas eu assez de choses sur, je sais pas moi, les addictions, ou le traitement de la douleur, ou les enfants, alors que je veux travailler sur les enfants par exemple. Et donc il va falloir fabriquer son parcours. Et je crois que pour l'instant, la promesse de prendre des gens de A et les amener à Z, où ils soient parfaitement compétents pour le métier, il n'y a pas beaucoup d'écoles, vraiment, peut-être qu'il y en a, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles qui puissent réellement tenir cette promesse, réellement, complètement. Par exemple, je pense pas qu'il y ait d'écoles qui nous apprennent à monter un cabinet, à tenir la compta, ou le marketing d'un cabinet, ou des choses comme ça. Donc Ouais. globalement, il y aura des tas de formations à faire, et même pas que dans l'hypnose elle-même. Faut aller voir auprès de sa chambre de commerce pour voir pour être accompagné. Mais même dans l'hypnose, il y aura, je pense que c'est bien de multiplier des expériences. Faut savoir s'arrêter aussi. C'est-à-dire que j'ai parfois des gens qui, à la fin d'une formation, me disent bon, et maintenant, qu'est-ce que tu me conseilles comme nouvelle formation? Je te conseille déjà de faire le tour de ce que tu viens d'apprendre, le digérer, D'intégrer. et après tu augmenteras, et après tu feras autre chose, tu compléteras. Donc ça veut dire compléter et prévoir quand même de faire plusieurs choses, prévoir d'être un peu déçu et donc de devoir aller chercher le complément ailleurs. Et donc pour ça, prévoir du temps, quand même. Vraiment, vraiment beaucoup prévoir de temps, parce que les formations, elles apporteront quelque chose, mais on trouvera énormément de choses. D'abord, il faut prendre le temps de lire les livres qui seront conseillés, et d'autres livres encore, donc il faut prévoir du temps pour la lecture, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'informations qui sont dans les livres et pas ailleurs. Beaucoup de temps pour la pratique, donc il faut, quand on se forme, je pense, surtout, si on nous dit par exemple qu'il y a un cursus qui dure 1 mois, il ne faut pas se dire, eh bien, dans 1 mois, je suis praticien. Non, il faut se dire, je vais suivre ce cursus d'1 mois, et puis il y aura encore tout un parcours, etc. Et ça peut prendre peut-être 2 ans, 3 ans, mais je pense qu'il faut quand même au moins compter 1 an et demi, 2 ans, à partir du moment où on commence à se former, jusqu'au moment où on va être compétent et se lancer réellement. Même si on aura pratiqué un peu au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas vraiment attendre trop longtemps avant de commencer à s'entraîner sur des personnes autour de nous. Mais voilà, donc je ne peux pas vraiment conseiller d'école. Je peux juste dire que les écoles qui vous acceptent à tout prix, ou qui vous relancent, qui cherchent pas du tout à vous rencontrer ou à filtrer, déjà c'est pas trop bon signe. Celles qui ont une approche vraiment trop commerciale, celles qui cherchent à vous faciliter votre reconversion et qui vous promettent d'être praticien extrêmement vite, méfiez-vous. Celles qui vous promettent vraiment, celles qui tapent sur les autres aussi. Quand on vous contacte et qu'au lieu de vous informer sur les caractéristiques de l'école, on vous dit que tous les autres c'est des cons et qu'ils font vraiment que de la merde, méfiez-vous, parce que c'est pas une mentalité très, c'est peut-être vrai en plus, mais c'est pas une bonne mentalité.
Ouais. Après, voilà, on peut toujours être déçu, on peut toujours mal tomber. Rencontrer évidemment des gens qui ont de l'école, mais rencontrer surtout des gens qui en sont sortis, et pas que des gens qui sont des adeptes. Méfiez-vous un peu aussi des écoles éventuellement qui ont tendance à générer une appartenance. Nous à telle école, les gens sortent et puis au lieu de, voilà, c'est juste un endroit où ils ont appris des trucs, quoi. Et vous avez l'impression de tomber sur des adeptes qui ont adopté toute une philosophie, qui parlent comme s'ils appartenaient vraiment à une école de pensée, etc. Bon, c'est pas forcément mauvais pour eux. Ouais, mais c'est pas forcément mauvais pour autant, hein. Il y a peut-être d'excellents contenus, mais j'ai envie de dire, voilà, sachez garder une raison, vous allez dans quelque chose, il y aura du bon, il y aura du moins bon, il faut savoir être critique, mais voilà, mais il faut savoir que souvent les formateurs que vous avez en face de vous, il y en a qui n'ont pas d'expérience de cabinet, ou très peu, il y en a qui n'ont pas beaucoup de culture, pas beaucoup lu, etc. C'est pas grave, ils ont quand même plein de choses à vous transmettre, ceux-là. Donc allez-y, jouez le jeu, rentrez dans leurs propositions, mais ne vous contentez pas de ce qu'ils vous apportent. Allez bien au-delà de ce qu'ils vous apportent. Complétez et soyez très exigeants avec vous-même. Donc l'école, c'est pas le tout, donc soyez votre propre école. Voilà. C'est quand même avant tout un parcours d'autodidacte qu'on compose avec ce qu'on trouve sous la main. C'est beau comme fin, j'ai pas envie de te relancer. Moi aussi, si tu avais une question complémentaire, avec plaisir. C'est pas grave. D'accord. Le soyez votre propre école, je le redirai, comme ça fera quand même la fin. Ouais, non, mais par rapport, tu sais qu'il y a des DU qui commencent à sortir, je sais pas si t'es renseigné là-dessus ou pas. Alors qu'ils commencent à sortir, ils commençaient à sortir il y a quelques années, maintenant ils fleurissent, ouais. Il y en a un paquet en France, je sais plus combien, mais il y en a vraiment beaucoup, donc c'est très très variable. Je sais qu'à une époque on critiquait pas mal parce qu'on disait que c'était très court et très théorique, maintenant il y en a beaucoup, alors j'imagine qu'il y en a quand même qui sont peut-être un peu plus riches, un peu plus fournis. Sachez qu'un diplôme universitaire, c'est pas un diplôme d'État, hein. Ça reste qu'une université va fonctionner comme une entreprise privée aussi et fonder son propre diplôme en interne, et elle a le compte à rendre qu'à elle-même globalement à peu près. C'est pas tout à fait vrai, mais ça n'a pas d'autre valeur que ça. Ça n'a pas plus de valeur qu'un autre certificat, si ce n'est que symboliquement, ça a quand même un peu de valeur. Voilà, sur le CV, il y a le mot universitaire dedans, donc ça peut avoir un peu de gueule. C'est pas forcément bien long, donc si vous avez la possibilité d'être pris dans un DU, faites-le, parfois pour le contenu, parce qu'il peut être passionnant, mais aussi pour le titre, hein, ça peut être pas mal. Voilà, je vous dis, il y a des choses qu'on fait parfois plus pour le CV, quoi. Mais du point de vue pratique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des DU et puis qui derrière vont quand même faire des écoles un peu plus approfondies, avec plus de temps et plus de pratique, parce que ça leur suffit pas. Après il y en a beaucoup, hein, et c'est en train de beaucoup évoluer aussi de ce point de vue-là, et il y aura peut-être bientôt des diplômes d'État, allons savoir. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans ce sens, et tant mieux. T'es en train de dire qu'il faut être sa propre école, c'est ça ? Voilà, soyez votre propre école. Je te remercie du coup pour toutes ces réponses. Merci à toi, et puis alors à la prochaine, Nico, si tu le veux bien. Avec plaisir. Et puis merci à tous pour votre attention, votre fidélité, pour vos questions, vos commentaires aussi, vos blagounettes, vos critiques aussi, pour certains, très constructives et très intéressantes. Donc je vous invite à retrouver tous les podcasts sur garnier-hypnose.com, que je vais probablement pas tarder à enfin mettre à jour, et puis à vous poser à nouveau vos questions, à donner vos avis, relater vos expériences dans les commentaires, partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, mettez des likes, faites toute la panoplie des trucs qui vous permettent d'approuver ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés, retrouvez les liens et le menu dans la description de la vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite santé, bonheur et puis tout le reste. À la prochaine. Allez, ciao.